Bonjour à tous les amis, donc je vous fais cette nouvelle vidéo qui sera le plus simple possible. Donc je vous ai sélectionné quelques exercices simples pour le dos. Donc n'oubliez pas, comme toujours, de vous masser, puis de vous étirer ensuite, plutôt le soir à distance de vos exercices de renforcement, au risque de contrecarrer cette activation musculaire que vous cherchez à introduire par le renforcement. On rappelle que le seul traitement, c'est le renforcement, que le massage va simplement permettre d'ouvrir la fenêtre sur ce vrai travail qui est le renforcement, que l'étirement n'allonge pas réellement le muscle, mais que c'est un antalgique, et que parfois, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur les tendinites, que c'est parfois délétère, parce qu'on peut faire des charges de compression. Malgré tout, je vais quand même vous montrer quelques exercices pour le dos qui pourront certainement vous soulager, certains étirements qui pourront quand même vous soulager. Donc on va essayer de vraiment visualiser un peu légèrement le dos, pour ce qui nous intéresse en tout cas précisément. Donc vous vous rappelez que vous avez l'ajustement postural anticipateur transverse qui précontracte en synergie avec le périnée et le multifide. Et je vous dis ça parce qu'en fait, si tu veux, le psoas c'est un fléchisseur de hanche. Le dos antérieur, c'est un fléchisseur de hanche qui fait que je fléchis ma hanche, que je lève ma jambe, ok, et un rotateur. Mais le carré des lombes, c'est aussi un fléchisseur de hanche, et donc on est sur le dos. On est plus sur l'abdomen, en fait. Le carré des lombes, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen, mais on a tendance à dire que lombaire, c'est le dos, mais c'est le ventre, en fait. Et tu vois, le bordel, c'est vraiment que le ventre, c'est le centre de l'équilibre. C'est ça qu'il faut bien comprendre, comme toujours. Et que donc s'il y en a un qui merde, tous s'y merdent. Ce que je veux dire, c'est que même si vous bossez le dos, n'oubliez pas que la chaîne, elle merde du pied à la tête. La chaîne musculaire, c'est une discontinuité anatomique. C'est-à-dire que le fascia, c'est une continuité anatomique. Alors que le système neuronal, les neurones, c'est une contiguïté. C'est pas exactement pareil. C'est contigu. Et donc n'oubliez pas de bosser les membres inférieurs. C'est ça que je veux dire. N'oubliez pas de bosser les membres inférieurs. Ça sera toujours positif pour le dos. N'oubliez pas de bosser la ceinture d'épaule, la ceinture occipitale et donc le cou et l'épaule. Ça sera toujours bénéfique pour le dos. N'oubliez pas de bosser un pied. Ça sera toujours bénéfique pour le dos. Donc, pensez en termes de chaîne, ne pensez pas uniquement en termes de structure. Vous êtes sur des interrelations articulaires hanche-épaule, épaule-cou. Certainement l'un des plus grands poisons de la réadaptation et ce qu'on peut reprocher à beaucoup de kinésithérapeutes et d'ostéopathes, alors que les ostéopathes sont censés être un peu plus ouverts d'esprit, c'est de toujours rester trop local. Et d'oublier qu'il y a un impact multi-étagé sur tous les systèmes quand il y a un problème dans le système humain. Parce que le système humain, on n'est que sur des circuits enchevêtrés. Donc vous êtes sur le circuit vasculaire, le circuit neuronal et le circuit hormonal en même temps. Tout merde en même temps. La sensation, la mémoire, l'attention, vasculaire, nerveux, hormonal en même temps. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc n'oubliez pas que vous êtes sur le psoas, le seul muscle qui relie les jambes et le dos, et que c'est un fléchisseur de hanche comme le carré des lombes, et donc les lombaires. Et donc les lombaires, c'est déjà le muscle le plus profond de l'abdomen, c'est pas le dos, contrairement à ce qu'on pense. Et n'oubliez pas, du coup, que vous êtes toujours aussi sur cet ajustement postural anticipateur, donc le transverse, le périnée et le multifide, qui précontracte avant l'élévation de mon bras et avant que je bouge mon pied. Et donc si on l'a pas, on va avoir tendance à chercher justement dans la musculature superficielle cet ajustement postural anticipateur qui est censé être justement très profond. D'accord? Et que s'il n'y a pas de respiration tridimensionnelle, on a une sursollicitation des muscles puissants. Et donc la respiration tridimensionnelle, ça devrait être intégrant, peu importe la pathologie. Tu vois? Et n'oubliez pas que le gainage, c'est certainement le meilleur exercice qui prévient les blessures, qui préserve justement cette colonne vertébrale. D'accord?
Donc je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai fait pour le gainage. Malgré tout, en gainage, on ne peut pas dire que le fort du gainage, ça soit la mobilité. Ah oui, hein, c'est des contractions statiques, on est là, on ne bouge pas, donc il n'y a pas de mobilité, tu vois, on n'est pas sur de la mobilité, on n'est pas sur un travail de mobilité, quoi. On est sur un travail de stabilisation. Et dans les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez comprendre l'importance de la mobilité articulaire. C'est-à-dire que si les segments vertébraux ne s'articulent pas correctement, au niveau de la flexion, de l'extension, latéroflexion, on s'en fout, on va avoir une tendance à avoir des érecteurs du rachis qui sont hyperactifs et le cerveau va avoir l'impression qu'on tombe en arrière. Et donc il va toujours mettre ce dos comme ça qui ne se repose jamais. Et donc il ne peut pas récupérer les exercices que vous lui mettez dans la gueule. Si vous lui mettez des exercices dans la gueule, mais que de l'autre côté, il n'a même pas ce schéma moteur pour savoir quel est le mouvement juste et corrigé dans lequel il est censé fonctionner, ça ne sert à rien. Donc au lieu de chercher la force, cherchez plus la précision et cherchez plus à avoir conscience de ce que vous cherchez à faire. Donc il va falloir travailler les massages, les étirements pour ouvrir la fenêtre sur le renforcement et incorporer bien sûr de la mobilité articulaire pour pouvoir aider les muscles aussi à se désengager. Tout en donc ce qui est bien, c'est que quand vous faites de la mobilité articulaire, vous allez malgré tout faire travailler la musculature. Donc après, à vous d'ajouter un peu plus ou moins de poids, je vous montrerai, pour vraiment faire travailler les muscles. Ok ? Au lieu de... Vous voyez ce que je veux dire ? On peut augmenter la charge, mais de manière progressive. Donc toujours pareil, on trouve le juste milieu entre protection du stress qui est intégré et exposition à un stress, un nouveau stress quantifié que vous aurez choisi et adapté pour que vos tissus et vos cartilages puissent y répondre. On rappelle que le cartilage, il n'est pas mort. C'est-à-dire que le cartilage, il n'est pas énervé, il est insensible à la pression, il ne peut pas faire mal, mais il n'est pas dead. Il n'est pas dead, ça peut se reconstruire. Les os, ils ne sont pas dead. Les os, ils ont une densité plus ou moins malléable, c'est-à-dire que l'os peut s'auto-ajuster suivant les contraintes environnantes. Et donc, meilleur sera l'environnement de l'os. L'os, il est recouvert d'une fine pellicule de tissu qui s'appelle le périoste. Donc, on peut dire qu'il y a du tissu mou vraiment quasiment partout. Et que le fascia, il est tellement partout que j'en parle presque jamais, parce qu'il est tellement partout. Et donc, n'oubliez pas que les spinaux, en termes de point trigger, donc les spinaux, c'est les érecteurs du rachis, on est sur le long dorsal, on est sur iliocostal et épineux, qui font que je tombe pas en arrière, et donc quand ils merdent, j'ai l'impression que je tombe en arrière, et donc je fais une hyperactivité comme je vous disais. Tout ce travail très important de mobilité articulaire. Et ces points triggers des spinaux, profonds particulièrement, ils vont projeter potentiellement en coccygodynie, et donc faire des fausses coccygodynies, en fait, c'est ce que je vous dis. Ils vont projeter aussi dans le fessier, et donc faire des faux sciatiques, par exemple, ou toute autre chose. Ils vont projeter aussi dans le ventre, faire des nœuds dans le ventre, et donc congestion pelvienne, ce que tu veux, ou dans l'aine, par exemple. Donc c'est un bordel total. Donc ayez vraiment cette vision de dynamique pelvienne. C'est-à-dire que si vous avez des points triggers dans les abdominaux ou les obliques, ils peuvent projeter en génito-urinaire, comme les adducteurs peuvent projeter en génito-urinaire, comme le psoas peut projeter en génito-urinaire, et aussi dans le ventre, bien sûr. D'accord ? Et dans la colonne, bien entendu, évidemment. Et dans l'aine aussi, évidemment. Et dans le fessier, évidemment. C'est-à-dire que vous avez plusieurs muscles qui peuvent reproduire différents, qui peuvent reproduire des schémas d'irradiation similaires. Parce que la peau, elle filtre l'information pour le cerveau. Et la peau, elle n'a plus les bons seuils de détection au niveau des nocicepteurs. Le seuil, c'est plus le bon. Au niveau des nocicepteurs TRPA1 et TRPV1, c'est-à-dire pression barométrique et température qui se coexpriment, qui sont liés au point trigger et donc qui est lié au neurone WDR et donc au réflexe de retrait qui est aussi un réflexe de paralysie par la peur. Et donc seul le mouvement qui est associé à une expérience positive, c'est-à-dire à un mouvement avec une tolérance de douleur quand même, c'est-à-dire que faites votre mouvement, ne dépassez pas les 3 sur 10 ou 4 sur 10 maximum de douleur pendant le mouvement, vous voyez, pour ne plus associer mouvement et douleur. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire une expérience positive quand vous faites votre mouvement. Pour redonner confiance au cerveau, je peux le faire, en fait, c'est ok.
La mémoire de la spatialisation, il faut la soulager. La mémoire du déplacement, il faut la soulager. Et ça, c'est l'hippocampe. Et dans l'hippocampe, vous avez des neurones lieux qui vont faire la liaison des souvenirs. Et cette liaison des souvenirs va se connecter avec le cortex préfrontal qui va évaluer cette intensité de douleur et cette température au niveau de la peau et cette sensation de douleur au niveau de la peau, entre autres. D'accord ? Et donc, par le mouvement, ayez conscience de ce que vous cherchez à faire. Ayez la conscience de ce que vous cherchez à faire parce que quand vous allez visualiser le mouvement dans votre tête, ça va faire travailler votre créativité. C'est ça que je veux dire. Ok ? Donc voilà, je ne vais pas vous faire une intro trop longue. On va passer à l'essentiel. Donc avant de faire vos étirements du dos, essayez de vous étirer le soir plutôt, comme je vous ai dit, à distance de vos séances d'exercice, de renforcement, pour éviter de contrecarrer cette activation musculaire. Donc je vous invite à acheter une petite balle de massage et une petite Theracane. Ça devrait être des indispensables en fait dans toutes les douleurs musculaires qu'elles soient. Toutes les douleurs qu'elles soient, sans aucune exception en fait. Donc j'en ai ici. Voilà. Donc, je vous conseille d'acheter une petite balle comme ceci. Donc ça c'est la marque Pliopic, ils font des bonnes choses. Donc ça vous la calez contre un mur ou contre le sol. Vous servez du poids de votre corps pour relâcher vos points gâchettes, vos points trigger, ok. Et mieux vaut un petit massage que pas de massage du tout. Donc si c'est très sensible, c'est pas la peine de mettre une force de 3 tonnes. Allez-y cool. N'hésitez pas à y aller couche par couche. C'est-à-dire que des fois, le psoas, tellement la sangle abdominale, elle est congestionnée, vous n'allez pas pouvoir passer, ça va être difficile. Donc assouplissez la sangle abdominale, massez-la, faites de la respiration tridimensionnelle et après vous allez pouvoir passer. D'accord ? Step by step. Et aussi, une petite canne de massage. Donc ça c'est la vraie Theracane parce que c'est un copyright dessus. Donc je vous conseille la Theracane basique. Elle est pas chère en plus et vous êtes sur un copyright, un truc vieux comme le monde qui est une référence. Donc allez-y. Et là vous allez pouvoir aller chercher vraiment votre dos. Vous allez vraiment pouvoir aller chercher, voilà, tout le long de la colonne vertébrale. Hop, en perpendiculaire, clac, clac, clac. Vous allez pouvoir faire des décollés, réveiller les schémas d'irradiation. Vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Votre cou, hop, 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 vous baladez. Donc ça, c'est sûrement un des meilleurs investissements que je vous conseille. Ok ? Donc, je vais vous montrer un premier étirement basique. Donc, c'est celui-là du carré des lombes. Donc, les lombaires, on rappelle, c'est un fléchisseur de hanche et c'est pas le dos. C'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Ok ? Donc, attendez, je vais le reculer un peu, que vous me voyez bien. Voilà. Vous vous mettez... Attends, je vais baisser pour mes pieds. C'est important que vous voyez mes jambes. Voilà. Donc, regardez bien mes jambes. Je mets mon pied devant, mon pied gauche devant, mon pied droit derrière. Et tout simplement, je me penche comme ça. Et là, je vais chercher mon carré des lombes. Et n'hésitez pas à chercher les restrictions doucement. Vous voyez ce que je veux dire ? Cherchez les restrictions. Vous faites 30 secondes, vous faites une pause, et vous repartez. Hop, et vous êtes cool. Ok ? Vous changez de côté, regardez, vous ne prenez pas la tête, vous pivotez. Hop. Pied gauche devant, pied droit derrière. Et je me penche. Là, vous allez chercher les carrés des lombes. Il faut que ça tire ici. Et vous faites une pause. Hop, 30 secondes, 2 fois. Ok ? Vous vous rappelez quand on a mal au dos, souvent le cerveau a l'impression qu'on tombe en arrière. D'où cette hyperactivité des érecteurs du rachis parce que les vertèbres, elles s'articulent plus correctement. Dans n'importe quel sens, on s'en fout. Et donc, il faut créer d'espace entre les vertèbres et il faut les mobiliser. Donc, pour un peu aider le cerveau à se dire je peux tomber en arrière, finalement, c'est cool, j'ai pas à faire cet état de tétanie du dos, cette hyperactivité des érecteurs du rachis. Prenez vos deux mains comme ça, hop, et vous vous laissez tomber en arrière, tout simplement. Et là, vous étirez votre dos. Ok ? Je vous en montre un aussi, bonus. Bon, c'est pas vraiment le dos, mais c'est pas grave. Donc là, pour le tenseur du fascia lata. Hop, votre tenseur du fascia lata, hop, et là vous l'étirez. Ok ? Là vous l'étirez. Parce que la hanche, c'est déjà le dos. Comme je le dis, une hanche qui ne bouge pas, c'est un bas du dos qui est hyper mobile. C'est un rachis lombaire qui est hyper mobile. Et donc c'est une cage thoracique qui s'enraidit, et donc une charnière qui est bloquée en flexion,
et qui est bloqué, qui a une restriction en torsion avec. Hop, et là j'étire mon TFL, toujours les deux côtés. Hop, celui-là il est bonus, ok? Donc je vais vous montrer maintenant le grand dorsal. Donc on se rappelle, le grand dorsal, c'est le muscle le plus puissant des membres supérieurs. C'est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule au bassin, donc la ceinture scapulaire à la ceinture pelvienne. Et c'est le muscle qui fait le transfert de force entre les membres supérieurs et les membres inférieurs, qui fait que quand j'escalade n'importe quoi d'ailleurs, et ben je fais ce transfert de force et donc je pousse mon bassin en avant. Donc le grand dorsal, il va se faire transfert avec le fessier. Donc vous voyez le bordel. Psoas connecté au diaphragme connecté au transverse, transverse, synergie périnée, transverse multifide, et donc ajustement postural anticipateur, adducteur oblique, coordination, fixation sur le pubis, sangle abdominale, elle est saturée, et le psoas et le fessier partagent les fibres profondes. C'est-à-dire que psoas c'est l'agoniste, antagoniste c'est le fessier. Donc un grand dorsal qui merde, c'est un fessier qui merde. Un fessier qui merde, c'est un grand dorsal qui merde. Et potentiellement, vous avez toute la chaîne qui merde. Et donc vous avez un déséquilibre en antéroflexion. Vous avez un déséquilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Et vous avez un déséquilibre forcément avec les chaînes d'ouverture à la fin. Quand je dis ouverture, c'est vraiment, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et donc les chaînes en spirale après. Ok? Donc vous allez merder de partout. D'accord? Donc ayez une vision globale. Ne lésinez pas vraiment, expérimentez. Et trouvez votre préférence directionnelle. C'est-à-dire le mouvement où vous sentez que celui-là, il vous fait du bien. Et dans tous les cas, vous travaillez le côté sain comme le côté pathologique, de la même manière, pour faire intervenir les neurones miroirs qui vont chercher le meilleur schéma moteur. Ok? Donc je vais vous montrer le grand dorsal, comment vous allez l'étirer. J'espère que vous allez bien me voir. Je vais le reculer peut-être un peu, que vous ayez le meilleur plan possible. Voilà. Donc là, vous me voyez bien, je pense. Donc regardez, mon bras gauche, là, je le mets là. Mon pied droit, je le mets en arrière. Mon pied droit, je le mets en arrière. Hop. Et là. Non, pardon. Le pied droit, je le mets en arrière. Et la main gauche, je la mets vers mon pied droit. Hop. Et là, je suis tendu. Et là, je fais 30 secondes deux fois. Hop, et je relâche. Je change de côté. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Et mon bras droit, vous voyez, je le mets. Vous voyez ce que je veux dire? Je le mets derrière, comme ça. Hop. 30 secondes deux fois. Donc il faut que ça tire vraiment ici. Et là, vous faites le grand dorsal. Ok? Donc, je vais vous en montrer un qui est intéressant. Qui est intéressant aussi pour ce qui est scoliose. Donc vous prenez la même position. Pied droit en arrière. Et vous faites comme un lézard. Vous voyez, le lézard, il fait comme ça, là. Hop. Et là, ça, c'est pas mal pour ce qui est scoliose. Pied droit en arrière. Je mets mon coude ici. Et vous voyez, je suis comme ça. Hop. Et là, je fais 30. Je cherche la torsion. Secondes deux fois. Et vous changez de côté. Donc là, pied gauche en arrière, pied droit ici. Je mets mon coude ici. Je mets ma tête comme ça. Hop. Vous voyez? Et là, je cherche la torsion. Ok? Donc ceux-là, ils sont simples. Ils sont vraiment bien. Ils sont simples, c'est des valeurs sûres. Donc le carré des lombes, les érecteurs du rachis, le grand dorsal, bon, c'est déjà pas mal. Donc un peu de mobilité articulaire douce. Donc vous rappelez que je vous ai dit qu'il fallait justement faire bouger un peu les vertèbres. Donc truc de base, je vous ramène au Jefferson curl. Vous vous penchez en avant, hop, tout simplement, et vous vous enroulez. Autorisez votre bassin à basculer en arrière. Hop, et vous vous redressez. Je bascule, hop, et je me penche. Hop, doucement. Si ça fait mal, je plie les genoux. Et je déroule doucement. Ok? En extension derrière. Hop, 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 hop. Et là, je fais une dizaine de mouvements. Et c'est bon. Latéroflexion. N'hésitez pas, vous voyez, à chercher la latéroflexion.
Donc vous comprenez l'idée de mobilité, de mobilisation articulaire. Donc par exemple, quand vous avez une scoliose, si vous sentez que le contrôle postural il est OK, donc il faut vraiment que le contrôle postural soit OK. Vous prenez une haltère, vous jaugez le poids, on s'en fout. 2 kg, 3 kg, 1 kg, 5 kg, 8 kg, c'est vous qui gérez le poids. Vraiment, gérez le poids. Contrôlez le poids de charge que vous cherchez à mettre. Commencez petit et vous augmentez progressivement. Donc vous vous mettez comme ça, en chevalier servant. Hop. Prenez votre poids. Et hop, là vous musclez le dos. Hop. Et vous changez de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Après vous changez de côté. Donc, regarde, là je vous le fais de face, que vous le voyez. Hop. Hop. Et là vous musclez le dos. Hop. Et vous redressez le dos. Hop. Donc ça c'est bien, c'est un bon exercice. Mais s'il n'y a pas de contrôle postural, c'est zéro. S'il n'y a pas assez de mouvement au niveau articulaire, c'est zéro. Si vous voyez, il y a trop de raideur articulaire avec la charnière thoracolombaire, et ben c'est game over. C'est toujours cette extension relative de merde en fait, au niveau de la charnière, on va se baiser. Donc celui-là, que si vous le sentez. D'accord? Donc pour redonner un peu de mouvement dans la charnière, celui-là il est basique, vous vous mettez comme ça, et vous faites une dizaine de mouvements. N'hésitez pas à inspirer quand vous tournez, en tridimensionnel d'ailleurs. D'accord? Donc, vous voyez, quand je vous ai montré le Jefferson Curl, je vous avais dit la dernière fois que vous pouvez mettre du poids. Quand vous faites votre Jefferson Curl et que vous vous penchez en avant comme ça avec un poids. Alors, j'ai regardé encore des études, parce que vous savez que les études c'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Apparemment, il n'y a pas assez de preuves qui nous montrent que les bienfaits potentiels l'emportent sur les potentiels dangers. Donc moi je vous dirais en demi-teinte, si vous sentez que votre corps y répond, qu'il n'y a aucun problème, vous le faites. Dans le doute, vous ne le faites pas. Et à la place, préférez un hip hinge. Je vais vous montrer comment faire un hip hinge. Donc, je vous ajoute celui-là, pour notamment quand vous avez des hernies discales. Prenez votre petite kettlebell, 2 kg, 4 kg, c'est vous qui décidez comme d'hab. Hop. Et tout simplement, hop, avec votre poids, vous bossez la latéroflexion. Et là, vous faites une dizaine de mouvements. Vous pouvez le faire 5 fois. 10 mouvements 5 fois. Vous changez de côté. C'est con, ça c'est pour stabiliser votre dos. D'accord? Donc voilà. Donc quand vous bossez votre charnière, si vous séparez, si vous sentez que ça y est, il y a le contrôle postural, il y a de la stabilité, vous êtes opérationnel, mais il manque un peu de patate quand on est debout. Il manque un peu de force quand vous êtes en station debout, même si au sol vous êtes super stable, en quadrupédie vous êtes super stable. Vous prenez une petite barre comme ça pour bosser votre charnière, vous prenez 2 sangles, vous l'accrochez au niveau de la porte, d'une porte ou d'une fenêtre, peu importe, vous prenez bien appui, hop, vous vous mettez en position neutre, tu vois, je me mets en position neutre, hop, je prends, et là ce que vous faites c'est que, imagine que là j'ai les sangles, là, ça tire, et là vous allez chercher, vous voyez ce que je veux dire, à bosser la charnière. Donc imaginez qu'il y a de la résistance, hein. Hop, et vous allez chercher comme ça, et vous changez de côté bien sûr, vous changez la résistance, après, un côté, et vous changez, vous voyez ce que je veux dire, et vous cherchez toutes les directions. Hop, toujours en torsion. Et là, vous allez bosser la charnière. Hop, comme ça. Voilà. Hop, hop, vous comprenez? Vous comprenez l'idée? D'accord. Donc ça, c'est le travail de la charnière. Mais bon, ça, c'est que vraiment, déjà, vous êtes dans un meilleur état que moi. Ok. 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 Je réfléchis. Ok. Donc le Jefferson Curl, il faut acheter du poids. Le côté, vous pouvez mettre un peu de poids, c'est vrai. Donc les exercices de base. Ah oui, le hip hinge. Alors le hip hinge, vous savez, c'est le soulevé de terre. Imagine que là, j'ai une grosse haltère.
Et là, je prends mon soulevé de terre comme ça, mais là, je vais me faire mal. Donc, pour que vous démarriez votre hip hinge, je vous conseille de vous mettre devant un mur. Imaginez que j'ai un mur là. Vous prenez votre mur, vous basculez le bassin. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur remodelage cervical et reprise de conscience de l'ordre physiologique. Une fois que là, hop, le bassin, vous l'avez aligné, qu'il est équilibré, que c'est intégré dans votre tête cet équilibre, vous prenez appui comme ça contre la porte et hop, vous réapprenez cet étirement en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous ayez votre contrôle postural, bordel. Il faut que vous ayez votre contrôle postural. Et là, vous prenez appui contre la porte. Une fois que vous avez votre appui, vous le faites quelques semaines ou quelques mois, une fois que c'est bon, vous le faites sans appui. Donc vous basculez, hop, et vous vous penchez en avant, tout en gardant cet étirement en avant, vers le plan axial, vers le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réapprendre à basculer ce putain de bassin en avant. Et que c'est le dos qui se penche. D'accord? Donc là, vous faites votre hip hinge. Hop, et je me penche en avant. Vous voyez, il faut réapprendre au bassin à basculer. Hop. Et après seulement que ça, vous êtes OK, là, vous ajoutez vos poids. Vous ajoutez vos haltères, vos poids. Et là, vous faites votre hip hinge. Il faut réapprendre d'abord à garder cet alignement. D'accord? Pareil avec le squat. C'est-à-dire que les exercices de base, c'est le squat et le deadlift pour le dos, qui sont des super exercices. Le souci, c'est que comme il y a un souci d'extension au niveau de la charnière, vu que au niveau vertébral, ça ne glisse pas assez, on se démonte, parce qu'il n'y a pas de contrôle postural, comme je vous ai dit. Donc la base, c'est de reprendre ce contrôle postural. Donc, pareil, quand vous faites votre squat, si vous êtes dans la première étape de la rééducation, vous allez pouvoir le faire, mais pas encore, en tout cas comme tout le monde. Voilà. Va-t'en toi bébé, c'est mon chat. Va-t'en bébé. T'as pas l'impression de gêner les gens là? T'as pas l'impression de me gêner là un peu? Donc est-ce que toi, tu veux faire un squat? Comment tu fais le squat toi? Comment tu fais le squat? T'en as pas marre? T'en as pas marre? T'embêtes tout le monde là, tout le temps? Oh? T'embêtes tout le monde tout le temps? T'en as pas marre? Allez. Va-t'en là. T'arrêtes un peu hein. Et donc quand vous mettez devant votre porte, et vous voyez les petites poignées là, la poignée de porte, vous la prenez, et pareil, vous vous autorisez à vous tomber en arrière et à laisser partir le bassin, tout en prenant appui contre la poignée de porte. Comme ça, vous prenez un appui. C'est comme le hip hinge. Avant de le faire avec des poids, vous prenez un appui. Vous le faites d'abord avec un appui. Et après, une fois que c'est OK, là, vous le faites sans matériel. Et après, vous rajoutez du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Cette progression toujours. Donc, faites-le contre une porte, le squat. Prenez appui et après, autorisez à laisser partir le bassin en arrière. Donc, vous prenez votre balai pour faire votre squat. Vous le mettez. Largeur du bassin, hop, les pieds largeur du bassin, et là pareil, vous vous autorisez à basculer le bassin. Donc ça c'est mon squat. Je m'autorise à basculer le bassin. Hop, 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 d'accord. Donc ça c'est le squat. Une fois que c'est OK, vous ajoutez du poids. Une fois que ça y est, c'est bon, c'est intégré dans mon cerveau, donc 1 mois et demi, 2 mois minimum. Là, je peux prendre mes petites haltères ou mes kettlebells, on s'en fout, et là je fais mon squat. Mais il faut que ça soit intégré d'abord, ce mouvement, juste et corrigé. Vous comprenez l'importance? Et le deadlift, c'est comme ça. C'est-à-dire que je fais le même, mais je garde mon alignement. Vous voyez, vous comprenez? Et là, je suis aligné. Et là, je fais mon deadlift. 1 mois et demi, 2 mois. S'il n'y a pas de douleur, et si c'est intégré dans le cerveau, là, vous le faites, mais avec des haltères. Là, vous faites votre deadlift. Vous faites pareil, 10 mouvements, 5 fois par exemple. Et vous augmentez la charge. Et si c'est OK, n'hésitez pas à augmenter la charge. Fiez-vous à votre ressenti. Vous pouvez ajouter de la charge, mais pas trop tôt. Le problème, c'est l'intégration. Si c'est intégré, c'est bon. Il faut que l'intégration, elle passe. D'accord? Donc, un autre classique. Si vraiment vous sentez que c'est OK, vous prenez vos haltères et tout simplement, vous faites comme une presse de muscu, le shoulder press. Hop, et là vous renforcez. Hop, hop, et là vous renforcez le dos. T'entends mon épaule? C'est pas grave. Ok? Ça c'est ma putain d'épaule. Et
pour relâcher un peu votre dos, je vous en montre un dernier. Vous prenez appui contre votre table et vous laissez suspendre. Vous voyez, vous mettez un pied comme ça. Hop. Ouais, le pied, je le mets comme ça. Je le laisse tomber par terre. Et je me laisse. Et je mets tout mon appui contre la table pour un peu décharger le dos. Et je change de côté. Et là, je laisse tomber mon poids sur mes coudes. Et je me relâche. Je relâche le dos. Je me mets en suspension. Pour relâcher un peu le dos. Ok ? Et une fois que vous êtes debout, que ça y est, il n'y a pas de souci pareil, c'est toujours une histoire d'équilibre. Hein. Si vous voyez, le contrôle postural, c'est vraiment capital, les amis. Comprenez bien, pour que j'insiste comme ça, comprenez bien ça. Vous prenez un élastique tout simplement, vous l'accrochez sur une poignée de porte ou une poignée de fenêtre pareil, et là vous le tirez vers vous. Tout simplement, comme un rameur, mais debout. Et là vous allez renforcer votre dos aussi. Mais avant ça, il faut être aligné, d'où l'importance du putain de contrôle postural. D'accord ? Donc j'espère que c'est complet, les amis. Je pense que c'est déjà très complet. Donc pensez à tout ce que je vous ai dit. Et je vous souhaite bon courage. Prenez allez-y progressivement. La prochaine vidéo que je vous ferai, je pense que je vous ferai le cou et les épaules. Et de toute façon, ça sera des exercices qui seront bons pour le dos. C'est que si la ceinture d'épaule, elle bouge correctement, moins je vais m'enrouler en haut, moins je vais avoir tendance à me cambrer en bas. Et donc, moins j'aurai mal au dos. Moins je vais mettre de pression intra-abdominale. Vous voyez le truc ? Il faut équilibrer le bassin, la ceinture pelvienne, rééquilibrer la ceinture d'épaule, et donc renforcer les trapèzes, les rhomboïdes et les dentelés antérieurs qui vont vraiment fixer les scapulas, et désengager ce putain de psoas qui centre la tête fémorale. Et le souci, c'est que s'il n'est pas équilibré, le psoas, il va décentrer la tête fémorale et empêcher l'activation du fessier. Le fessier est très, très, très important dans la stabilité du dos. Donc, je vous conseille, je ne travaille pas pour lui, hein, je répète, vous savez que je suis très critique hein, au niveau des méthodes et des copyrights et tout ça. Moi, je suis vraiment... j'aime pas les méthodes parce que c'est formalisant et que du coup, ça nous empêche d'être autonome et ça rend les patients, ça rend les patients dépendants de protocoles, alors que c'est le protocole qui s'adapte au patient, c'est pas le patient qui s'adapte au protocole, et il n'y a pas le mauvais patient. Hein. Il y avait un vieux docteur canadien qui nous disait si vous écoutez attentivement le patient, il vous donnera le diagnostic. Et donc il faut écouter le patient, et vu que personne n'écoute le patient, c'est au patient de s'écouter. Donc écoutez-vous. Et le soir, j'ai découvert une nouvelle méthode qui est vraiment très intéressante. Je vous mettrai la photo de son livre. C'est Alexandre Moons. Il a fait un super livre. Je trouve que c'est très intéressant au niveau de la mobilité articulaire parce que c'est que au sol. Et donc ça peut vous aider vraiment pour ouvrir cette fenêtre sur le renforcement. Mais rien remplacera toute la conscience de ce que je vous ai dit pour le contrôle postural. Aussi bien debout, gardez l'alignement, aussi bien au sol, contre un tapis, gardez l'alignement. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la reprise de conscience de l'ordose et la respiration tridimensionnelle. Le contrôle postural. Donc il faut de la clinique, mais il faut aussi des outils permettant de redonner cette mobilisation. Et cette mobilisation, elle passe par le massage, par l'étirement et par la mobilité articulaire douce. D'accord ? Donc avant de faire du dur, il faut faire du doux. Pour ouvrir la fenêtre. C'est pas que le corps il peut plus, c'est qu'il a oublié. Donc enrichissez l'expérience. Donnez-lui la possibilité d'intégrer l'information. Si le corps on lui donne ce qu'il veut, il va répondre. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne comprend pas l'information. Et en général, s'il ne comprend pas, c'est qu'il n'a même plus le souvenir du mouvement juste et corrigé. Donc le traitement, c'est le mouvement, oui, mais pas n'importe comment. Sinon, tous les gens qui sont kinés, qui font shopping, ostéo, chiro et toute la planète entière, ils iraient mieux. Mais pour ça, il faut déjà avoir certaines notions. Et ces notions, elles passent par le contrôle postural, la respiration tridimensionnelle, l'engagement préalable du périnée et du transverse. Et bien sûr,
cet équilibre de plan superficiel et profond au niveau de la stabilisation de ce qu'est son thoraco abdominal. D'accord. Et donc je vous invite à regarder le modèle de Panjabi et le concept de The Core. Ok. Je vous en ai déjà parlé dans gainage et position neutre. Ok. Donc je vous souhaite bon week-end, bons exercices et beaucoup de courage à tous, comme toujours. Donc vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter et comme toujours, vous pouvez me consulter dans la vraie vie. Si je peux vous aider, vous savez bien que je vais le faire. Ok. À plus tard les amis, bonne journée à tous.